Bonjour, je vous parle ici de la gestion de l'association qui porte l'école. Alors, l'école hors contrat n'est pas forcément en association, ça peut aussi être une entreprise. Ça peut avoir tout son intérêt aussi. Je n'ai pas fait cette expérience-là, donc je ne peux pas vous en parler. Si vous vous posez la question, ça peut être très intéressant d'aller voir des écoles qui fonctionnent comme ça. Nous, ce qu'on a expérimenté, c'est le côté association. Et je n'ai pas de solution miracle. Mais par contre, je peux vous parler de plein de choses qu'on a expérimentées et où on a rencontré des difficultés. Enfin, plein de choses, quelque chose. Déjà, pour remettre dans le contexte, l'école, elle a ouvert assez vite, hein. J'ai visité ce local au mois de mai, on a ouvert fin septembre. On s'est retrouvé à créer une association au mois d'août, le 12 août. Et en fait, donc moi, j'étais l'initiatrice du projet, la directrice et l'instit à un peu plus de mi-temps. Et il ne fallait pas que je fasse partie du bureau, en fait, pour que l'association puisse délivrer des rescrits fiscaux à ceux qui font des dons. Il ne faut pas qu'une des personnes du CA soit aussi une personne salariée, déjà. Donc voilà, donc en tant que salariée, je ne faisais pas partie du bureau ni du CA, ce qui était un peu bancal parce qu'en fait, c'était quand même moi la visionnaire de ce projet-là. Et donc, j'ai trouvé 5 personnes pour faire partie du CA comme ça dans l'été. En fait, il y avait mon conjoint et puis 4 parents. Alors, j'ai le souvenir que le 3, ils étaient peut-être que 4. 3 parents, voilà, trouvés là comme ça, qu'on dit bah oui, allez, on y va. Voilà, un petit peu trop hâtivement, rapidement. Donc déjà, première question, hein, est-ce qu'il est judicieux que des parents qui ne soient pas les porteurs du projet fassent partie du bureau ou pas? Question ouverte, hein. Voilà. Et ben, il a fallu rédiger des statuts en fait pour déposer cette association. Dans l'idéal, ça serait génial de prendre le temps d'aller lire les statuts d'autres écoles qui ont un fonctionnement qui nous inspire. Parce que évidemment, voilà, il y a des expériences qui sont faites et petit à petit, il y a des choses qui sont affinées pour aller vers quelque chose qui fonctionne mieux. Donc, à la fois, il est important d'aller voir les statuts rédigés par les autres quand leur fonctionnement nous inspire, mais il est aussi important de ne pas les copier-coller, de vraiment refaire sa rédaction, en fait. Nous, on a fait un copier-coller. Voilà, une espèce de... Enfin, allez, à quelque chose près, on a fait un copier-coller. Une école très loin de chez nous, d'ailleurs, dont on ne pouvait pas savoir ce qui se passait réellement. Je ne sais même pas si elle avait ouvert, en plus. Et on a ouvert en conseil collégial, donc tout le monde à plat, tout le monde a la même responsabilité, sans se donner d'ailleurs forcément de rôle. Si ce n'est que quand même mon conjoint a pris la place du trésorier. Donc ça, je vous ai déjà dit, hein, au niveau argent, on ne met pas trésorier quelqu'un qui n'a pas une relation saine à l'abondance et à l'argent. Et donc, on a passé quelques temps comme ça en conseil collégial, sauf que bien notamment, en fait, il s'est trouvé que l'enfant le plus difficile à gérer, et ben, sa maman était au conseil collégial. Et ben, c'était pas facile. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique hein, comme situation, ça dit juste que c'est pas très facile. Et puis se poser la question de ma place à moi, en fait. C'était quoi c'est moi qui animais, en fait, qui disais ce qu'il y avait besoin de faire avancer, qui faisait avancer plein de choses, en fait. Je faisais aussi l'administration de l'association, hein. Je faisais des déclarations à l'URSSAF, enfin, un chèque emploi associatif, gérer plein de trucs, en fait. En gros, c'était vraiment mon conjoint et moi qui gérions beaucoup de choses parce que c'est moi qui avais tout en tête, qui recevais tous les courriers, les mails pour savoir ce qu'il y avait à gérer. Donc, c'était un petit peu bancal, voilà, comme situation, quand la personne qui gère vraiment n'est pas la personne responsable. Donc, réfléchir au statut, aller s'inspirer, mais bien les rédiger. Et alors, si vous commencez en conseil collégial et que vous vous connaissez bien, en tout cas que vous sentez que vous pouvez travailler, œuvrer ensemble, super. Je vous invite par contre à prendre quand même des responsabilités, en fait, hein, qu'une personne soit plus chargée de la trésorerie, une autre plus du secrétariat, hein, comme ça se fait basiquement, mais ça a une raison, une peut-être plus des relations humaines. À voir selon vos besoins comment vous répartissez ça, une qui serait peut-être plus porte-parole.
mais de ne pas trop rester dans le flou en fait, de qui fait quoi au fur et à mesure qu'il y a des tâches qui se dessinent, pouvoir dire qui en est responsable, même si ce n'est pas que cette personne-là qui va gérer seule cette tâche, au moins qu'elle soit responsable de vérifier que c'est fait, que ça avance, qu'il y a les moyens nécessaires pour que ça puisse avancer. Alors, on a cherché, au bout d'un moment, on a arrêté le conseil collégial parce que c'était trop compliqué. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit moi, je veux bien être président, mais on va partir sur un fonctionnement classique, hein, président, vice-président, trésorier, secrétaire. Alors, si vous vous dites, ouais, ça c'est complètement vieux monde, président, secrétaire, machin truc, on n'a pas besoin de ça, on est déjà en train de créer le nouveau monde avec des conseils collégiaux. Si vous êtes mené par les idéaux, l'utopie qui vous fait dire ça, je dirais attention, mettez une petite ampoule au-dessus, attention, warning. Si vous en avez déjà fait l'expérience et que vous êtes assez solide pour pouvoir mener ça comme ça, tant mieux. Moi aussi, à terme, j'ai envie que les choses soient gérées de manière collégiale. Par contre, quand on ouvre, est-ce qu'on a vraiment les épaules, les capacités, que ça se passe comme ça? Ce n'est pas forcément sûr. Donc, on peut aussi avoir un intérêt à être dans quelque chose d'un petit peu plus classique au niveau du fonctionnement pour d'abord faire naître quelque chose de solide. Et comme je dis dans plusieurs de mes vidéos, aller petit à petit vers des transferts de compétences, des transferts de pouvoir. Donc, on a choisi ça et puis on a fait apparaître clairement que moi, j'étais présente aux réunions du bureau et du CA et que j'avais une voix, je ne sais plus comment on avait dit, consultative. Bon, je ne pouvais pas être décisionnaire, mais voilà, fait apparaître que j'étais présente à cet endroit-là. Ah oui, puis aussi au début, on faisait les réunions du bureau, pas du conseil collégial, et on demandait aux salariés de venir aussi à ce moment-là. Sauf que quand il y a eu un problème avec une salariée, on a bien dû dire, non, en fait, on a aussi besoin de parler entre nous, de voir comment on gère ce problème-là. Donc, je pense que ce n'est pas judicieux de demander à toutes les personnes qui sont salariées de venir aux réunions du bureau, au conseil collégial ou au CA, ce que vous avez. Il vaut mieux qu'il n'y ait que la personne, l'enseignante, en fait. Si la personne directrice n'est pas la même que la responsable enseignante, à vous de voir qui vient à quoi, comment vous faites. En tout cas, prévoyez un organigramme entre bureau CA ou conseil collégial, personne qui assume la direction, personne qui assume la responsabilité pédagogique, donc s'il n'y a qu'un enseignant, voilà l'enseignant, les autres salariés, s'il y a quelqu'un qui joue le rôle d'ATSEM, un service civique, et les parents. Donc, il y a les relations entre le bureau et les parents, les relations entre les parents et l'équipe des professionnels, et les relations entre l'équipe des professionnels et le bureau. Tout ça est à penser. Et comment on communique et qui se réunit pour décider quoi. Alors, je sais qu'avant d'ouvrir, on ne peut pas s'imaginer tout ce qu'on va avoir à gérer. Donc, on part avec une idée et ce qui est important, comme à chaque fois, c'est de réguler au fur et à mesure. De pouvoir dire, d'être souple et dire, bon, là, non, ok, en fait, on fait ça comme ça, mais ça ne fonctionne pas, il faut qu'on fasse évoluer pour prendre en compte les difficultés face auxquelles on est, les défis face auxquels nous sommes, pour pouvoir avancer ensemble. Il est aussi important de formaliser la manière de communiquer. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on n'utilise les mails que pour informer. On ne fait pas de répondre à tous. C'est une liste descendante et on ne peut pas répondre à tous. On met en place les documents partagés qu'il faut, un intranet s'il faut, où on voit aussi tout ce qui est géré en affichage papier. Parce qu'il y a aussi le problème de ceux qui ne vont pas trop sur Internet ou qui n'ont pas Internet. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué de tout gérer en double affichage, papier et Internet. Donc, à voir selon la réalité du groupe, l'usage d'Internet qui est fait et qu'est-ce qu'on met par papier, qu'est-ce qu'on met par Internet. Comme j'ai déjà dit aussi, il est vraiment important que tout ce qui est réflexion, choix, décision, évocation des points de tension soit fait en direct et pas via Internet. Ou alors en direct, en visio, comme maintenant on est amené beaucoup à faire. Un petit détail, quand vous rédigez les statuts, il faut nommer la personne directrice dedans. Nous, ils nous avaient renvoyé le dossier parce qu'on n'avait pas nommé la personne directrice dans les statuts. Je ne sais pas si c'était dû à un petit truc juste de notre département ou si c'est un réel lien, mais bon, ça ne perd pas grand-chose de le mettre. Aussi, autre chose dans les statuts, c'est quand même intéressant d'avoir des statuts assez larges qui font référence à un règlement intérieur.
Comme ça permet de ne pas modifier les statuts trop souvent et donc de ne pas trop pomper le temps et l'énergie des bénévoles. Donc, ça veut dire, voilà, dans les phrases, on met ça se passe comme énoncé, comme rédigé dans le règlement intérieur. Et puis à côté, on a un règlement intérieur que lui, on peut faire évoluer et on n'a pas besoin à chaque fois de redéposer des statuts pour faire évoluer le règlement intérieur. C'est important aussi dans les statuts de nommer les différents niveaux d'adhésion, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des adhésions qui sont là juste de soutien? Est-ce qu'il y a des bénévoles autour de l'école? Et puis, qui peut être au bureau? Qui peut être au CA? Comment on choisit ces personnes qui y sont? Combien de temps elles y restent? Qu'est-ce qui se passe si une personne se retire du bureau ou du CA avant les nouvelles élections? Est-ce qu'on choisit par cooptation quelqu'un? Est-ce que tous les choix se font par cooptation? Alors, à voir, si vous voulez pouvoir délivrer un rescrit fiscal, il faudra que les statuts soient assez ouverts. Et donc, quand les statuts sont assez ouverts, ils ne sont pas forcément assez protégés, parce que c'est aussi important de protéger les fondateurs, les créateurs, pour pouvoir assumer une vision de direction au projet. Et quand on est en mode associatif, en fait, à tout moment, des adhérents peuvent renverser ce qui est en train de se faire. Voilà, c'est vraiment la limite la plus importante de l'association. Tout peut être renversé à tout moment, quelque part, sauf si on pense les statuts de manière à solidifier l'équipe de départ et la vision de départ. Il est important que, donc on va dire bureau, conseil collégial, rédige un contrat aussi d'engagement bénévole avec les parents. Donc j'en ai parlé dans la vidéo parents. Hein, que ce soit écrit très clairement ce qui est attendu des parents, mais alors très clairement, quoi, hein, avec aussi des quantités, hein, pour les rendez-vous des plénières, pour faire le ménage, pour donner des coups de main, je ne sais pas, pour trouver de l'argent. Ça dépend de votre projet, mais écrivez-le clairement ce qui est attendu et que ce soit signé. Et aussi le règlement intérieur qui doit être vu, bien sûr, en concertation avec les professionnels. Aussi, c'est le bureau qui va gérer tout ce qui est paiement. Donc là aussi, il faut être très clair dès le début. Comment ça se passe, les paiements? Est-ce que c'est un virement annuel? Est-ce que c'est un virement automatique chaque mois? Est-ce que c'est des chèques? En tout cas, il faut être vraiment ferme, clair là-dessus, parce que sinon, chaque mois, le trésorier, il court après les impayés. Et ça amène à des situations délicates. Qu'est-ce qu'on fait quand au bout de 3-4 mois, il n'y a toujours pas eu un frais de scolarité de payer? On a eu ces cas-là. Hein. On a eu même des frais de scolarité qui ont été payés 1 an et demi après. Bon, mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, ce n'est pas agréable pour la position du trésorier s'il y a trop de flou. Donc, être très clair à ce niveau-là, comment ça se passe, et peut-être prévoir aussi dans le règlement intérieur qu'au bout de N mois, à vous 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez, s'il y a du retard dans les paiements, alors c'est une radiation. Je sais que c'est un peu dur et quand on est la personne qui s'occupe des enfants, on n'a pas trop envie d'entendre parler de ça et de pouvoir imaginer ça. Mais il y a aussi une réalité très pratique et financière derrière qu'il faut assumer. C'est important aussi que le bureau reçoive et archive les états de présence des enfants qui sont transmis par l'équipe professionnelle, voilà, chaque mois. Nous, on ne l'a pas fait et à la fin, on s'est retrouvés avec des quiproquos de présence, du nombre d'enfants. Ce n'était pas très clair, le petit frère, est-ce qu'il venait, est-ce qu'il ne venait pas. Donc, il y a le petit répertoire ou bien c'est un document en ligne, c'est vous qui voyez. Mais la responsable pédagogique, elle transmet au bureau chaque mois l'état des présences et on l'archive. Il est important que le bureau aussi se fixe un mode de réunion, des réunions qui doivent être régulières, toutes les semaines au début peut-être, ou toutes les 2 semaines, hein, avec 2h30 maximum, je pense que c'est pas mal, avec quelqu'un qui sait animer ces réunions-là pour qu'elles soient efficaces, qu'on ne perde pas plein de temps. On peut se dire là aussi, oui, mais là, on est tous égaux, chacun notre tour, on va animer tout ça. Ben non, s'il y a quelqu'un qui sait vraiment animer des réunions pour qu'elles soient efficaces, il le fait. Hein. Petit à petit, les autres, ils apprendront en le voyant faire. Il est important aussi d'utiliser un outil de suivi de tout ce qui est décidé dans le bureau. Donc, comme pour l'équipe pédagogique, on note tout ce qui est décidé et on note tout ce qui est planification des tâches, tout ce qui est à faire.
hein. Et on fait le point. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui bloque? De quoi on a besoin pour faire avancer les choses? On fait attention aussi que ce soit un moment à la fois d'écoute, de bienveillance et de partage, de célébration. Il est important dans toutes les réunions d'avoir des moments de célébration pour dire ce qui va, pour ce moment de gratitude, pour dire ouais, super, on a avancé, merci, on progresse. Même si c'est des petits pas, c'est important de les célébrer. Donc nous, dans notre idée, au final, on s'était dit qu'il était important qu'il y ait un groupe, un bureau qui soit solide, et puis d'avoir un groupe de parents qui soit là et qui soit mobilisable pour des coups de main. Donc on avait opté pour un tableau coup de main et affiché dans le sas de l'école, là, et donc on a besoin d'un coup de main pour préparer un coin potager, trouver un parasol, je sais pas, mettre plein des petits trucs, des coups de main dont on a besoin, trouver quelqu'un qui s'y connaît en couture. Voilà, on fait la liste des coups de main, elle est ici, les parents peuvent la lire et comme ça, ils sont contents de pouvoir donner des coups de main. On peut aussi avoir une équipe d'adhérents, sympathisants, bénévoles qui peuvent être là aussi pour les coups de main. Ça, c'est à encadrer aussi. Cette liste des coups de main, elle peut être communiquée dans la lettre aux parents qu'on fait chaque semaine ou chaque quinzaine. En ce qui concerne les bénévoles, donc c'est toujours intéressant pour une association d'avoir des bénévoles. Donc, il faut faire attention que ce soit des personnes de confiance si elles sont amenées à être en présence des enfants, si elles sont amenées à être en présence de l'argent. Et puis, aussi, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit un petit peu le superviseur de tout ça, de l'action des bénévoles. Ils ne peuvent pas faire partie juridiquement des encadrants nécessaires à la bonne marche d'une école. Ça serait du travail caché. Aussi, dans le fonctionnement du bureau, du CA ou du conseil collégial, il est important d'archiver et d'organiser les archives et de penser à ces archives, de les penser pour qu'elles soient transmissibles en cas de changement de bureau. Donc, nous, on a opté pour un drive sur Internet et aussi un classeur. Et il est aussi important que l'association, l'instance qui gère l'association, pense et gère la communication avec l'extérieur. Donc, que ce soit les voisins, la mairie, la communauté de communes, l'éducation nationale, les écoles de la commune et éventuellement les autres structures présentes sur la commune. Donc, qui gère quoi? Je vous mets en annexe une liste de toutes les tâches que nous, on a trouvé à faire dans l'association. Alors, elle n'est pas du tout exhaustive, elle est propre à notre projet, ça donne une idée. En tout cas, c'est pas mal d'avoir une liste de toutes les tâches et de bien se les répartir, de savoir qui est responsable de quoi. Donc, au sein du bureau et au sein de l'équipe salariée, avec un organigramme précis. Bon, ça peut rebuter, tout ce que je vous raconte là, peut-être, c'est pas le but. En tout cas, voilà, chacun son chemin, vous faites votre expérience, vous commencez comme vous pouvez, vous avancez, il n'y a rien de grave. Chaque épreuve qui est là fait grandir. Donc, on est sur cette foi et cette confiance-là, c'est super. Plus on est aligné, plus ça se passera bien aussi à ce niveau-là. Il est important là aussi de s'entretenir avec des pairs. Il y a le groupe créateur d'écoles innovantes sur Facebook où il y a beaucoup de partage de ressources, de partage d'expériences. Si on a besoin aussi, on peut rejoindre une fédération. Il y a l'EDEC pour ceux qui sont en école démocratique. Il y a les calendrettes aussi, c'est une autre version possible. Bon, là, c'est en immersion en occitan et autres langues régionales selon où vous êtes. Donc, il existe aussi des fédérations si on a envie de se trouver plus solide, si on n'a pas envie d'être une association qui court toute seule. Voilà. Alors, comme à chaque fois, il y a les avantages et les inconvénients. Quand on est une association qu'on n'a que nous à gérer, on n'a que nous à gérer et on est assez libre de faire ce qu'on veut. Quand on dépend d'une fédération, on va bénéficier de savoir-faire, de compétences, ça va nous simplifier des choses et en même temps, on va avoir certains devoirs envers cette fédération. En tout cas, renseignez-vous parce qu'il y a des écoles qui fonctionnent bien et qui ont déjà fait beaucoup d'écueils et puis
et ben, qui ont tiré pas mal de leçons, hein. Je pense à l'école de la Croisée des Chemins à Dijon qui avait rédigé un super compte-rendu, hein, de tout ce qui était relations humaines, une espèce de charte, hein, oui, assez complet de tout ce qui pouvait être traversé ben, dans ces moments-là. En tout cas, solidifiez bien votre association, participez pas sur des trucs utopiques, idéaux, tous égaux, tous pareils, tout le monde peut faire, tout le monde doit faire, tout le monde doit tout faire. Là, non. On a chacun nos particularités, chacun nos atouts, nos qualités qui sont déjà développées. Et on apprend aussi beaucoup en voyant les autres bien faire ce qu'ils font. Et voilà. Et ben, bonne rédaction de vos statuts. Je ne vais pas être une personne ressource, moi, à ce niveau-là, parce que bah, ce n'est pas du tout mon domaine de passion. Et puis, bah, franchement, à Coccinelle, on n'a pas exploré des choses révolutionnaires qui fonctionnent hyper bien. Donc, sur les autres vidéos, je vous dis, ouais, je peux être ressource là-dessus, ressource là-dessus. Et bien là, non, je ne vais pas être ressource là-dessus. Bien sûr, il y a le site Créer son école qui va être solide à ce niveau-là. Voilà, à vous de trouver les différentes ressources.